paradoxalement, on voit des choses s'améliorer et le grand public a cette impression, hein. La Loire, là, maintenant, en été, on voit le fond, il y a 2 mètres de fond, on voit les graviers, alors qu'effectivement, quand on était gamin, quand on mettait le doigt dedans, on n'en voyait pas le bout. L'eau était verte, glauque, on aurait de la purée de toit. Donc oui, il y a des choses qui sont améliorées, mais d'autres restent en suspens et attendent des solutions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Et on est passé de quelques centaines de truites de mer à une population à l'échelle du bassin de la Touques, hein, c'est quand même une petite rivière, elle fait quelques dizaines de kilomètres, qui varie selon les années entre 5 et 10 000 individus, qui ont fait la meilleure rivière de France, une des meilleures d'Europe pour ce poisson. C'est quand même assez incroyable parce qu'en France, on n'est pas du tout habitué à ça. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Raphaël, enchanté. Merci de nous accompagner pour cette émission. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Alors voilà, moi je suis Raphaël Amad, je suis secrétaire général d'Ampertos depuis bientôt 3 ans. C'est une association à laquelle j'ai commencé à adhérer dans la fin des années 90. On va revenir un peu sur l'historique de l'association après, donc vous pourrez mieux comprendre le contexte. Ce qui m'a poussé à l'adhésion, c'est mon loisir principal, qui est la pêche, en particulier à la mouche. Même si tous les adhérents sont pas forcément pêcheurs par ailleurs, il y a des gens qui n'ont jamais mis ligne dans l'eau. On fait ça comme toute l'association, je suis bénévole. Nous, on est un noyau dur avec des gens qui participent à diverses instances autour de l'association. Et puis ensuite, les adhérents qui font un acte militant comme dans toute association parce qu'ils estiment que ce que nous défendons est approprié et juste. Voilà. D'où vient votre conscience écologique ? On comprend bien que vous êtes arrivé dans cette association à travers la pêche, mais est-ce que vous avez une idée de où elle vous vient ? Oui, ça vient sûrement de la petite et moyenne enfance où d'une part j'ai toujours habité à la campagne et ensuite j'ai une attirance très forte pour toutes les petites bêtes, en particulier allez savoir pourquoi le milieu aquatique, c'est peut-être les quelques têtards qu'on a gardés prisonniers, même si c'était interdit, pour voir si ça donnait des grenouilles ou pas, et puis quelle espèce, et puis 3 alevins ramassés avec un tamis qu'on met dans un bocal, quelques larves de libellules, et puis voilà, la nature c'est quand même un émerveillement sans cesse renouvelé, et puis c'est aussi de la convience, c'est quand même par la nature et à travers la nature qu'on vit, ne serait-ce parce que finalement on arrive à se rendre compte qu'il y a de fortes interactions entre l'humain, ses activités et l'endroit dans lequel il vit, qui n'est pas qu'un univers de béton et de verre, mais aussi des bois, des forêts, des marais, des rivières. Voilà. Ensuite, je suis venu à la pêche parce que c'était présent dans une large partie de la famille, et ça s'est raccroché à ça parce que on se rend compte que quand on est au bord de l'eau, le milieu est agressé de toutes parts. Alors ça a un impact forcément sur l'activité que l'on mène, même si c'est qu'un loisir, mais sur notre cadre de vie, le milieu de vie. Voilà, il y a une association sœur qui a vu le jour il y a, pareil, dans les années 50-60, qui disait quand le poisson meurt, l'homme est menacé. Donc il y a un moment on se posait question sur comment faire pour limiter l'impact d'une part, et puis contrebalancer les actions nocives de l'activité humaine, quelle qu'elle soit. Ça va vous permettre de rebondir sur l'association. Aujourd'hui, en effet, vous adhérez à l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières, truites, ombres et saumons. Donc, on vient justement sur cet aspect protection des poissons. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire ? Parce que cette association, elle est assez âgée. Je pense qu'elle
elle est née avant que vous soyez né, si je dis pas de bêtises. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur son histoire et comment vous y avez adhéré? Alors, cette association, elle a vu le jour en 1958 sous l'égide de pêcheurs à la mouche, dont certaines célébrités. Un des membres fondateurs, par exemple, c'était Charles Ritz, qui était le propriétaire de l'hôtel éponyme. Et puis un peu du gens du monde littéraire également, scientifiques aussi, qui se sont rendus compte qu'à l'époque, les Trente Glorieuses commençaient à avoir un impact assez négatif sur des rivières qui, à l'époque, étaient d'une richesse absolument extraordinaire. Je pense en particulier à celle de Normandie, euh, à celle de Franche-Comté également, où des personnalités même célèbres se rendaient assez régulièrement. Il y a des présidents américains, des gens comme Hemingway qui venaient pêcher dans ces rivières, qui étaient renommés pour leur beauté et leur richesse en salmonidés. Et les Trente Glorieuses ont commencé à sérieusement impacter nos cours d'eau à travers les pollutions industrielles. Je rappelle que dans les années 70, c'est comme le président Pompidou qui avait dit produisez, on s'occupera de dépolluer plus tard. Ça pose le sujet quand même, sauf que on n'y arrive toujours pas. Donc en 1958, ces personnes se sont réunies et ont fondé l'association Truite Ombre Saumon autour de pêcheurs à la mouche, puisque ces trois espèces-là sont en fait emblématiques de milieux de très bonne qualité de par leurs exigences écologiques. Bon, tout le monde connaît la truite, un petit peu plus ou un petit peu moins que le saumon et l'ombre commun, qui sont tous des poissons d'eau froide, courante, et ne supportent que très 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 mal la pollution et les températures élevées. Euh, donc à travers les pêcheurs, ils ont réussi à fédérer ça. C'était en même temps un peu un club de pêche. Et puis petit à petit, c'est vraiment devenu une association de défense des milieux aquatiques avec une prise en charge des dossiers juridiques, notamment par quelqu'un qui s'appelait Jean-Louis Pelletier, qui est un ingénieur professeur au Conservatoire national des arts et métiers, et qui ensuite a commencé à monter des gros dossiers, notamment avec les Monsieur Pelletier étant d'origine bretonne, les premiers gros soucis de pollution qui est à l'agrobusiness en Bretagne, et ça continue. Euh, et comme il y avait une entrée dans les clubs de pêche, il était beaucoup question de cette association dans certaines revues, euh, qui était pas trop grand public quand même, qui avait quand même une vocation plus éducative euh, que de distraction. Donc c'est comme ça que j'ai appris l'existence de cette association, et que j'ai fini par y adhérer et rejoindre des gens qui parfois sont membres déjà là depuis 40 ou 50 ans, et donc qui connaissent l'historique, qui savent monter des dossiers et qui espèrent passer la main de génération en génération, même si c'est très difficile parce que bon là c'est pas spécifique à Ampère, mais il y a vraiment une crise des bénévolats en France et on a besoin d'aide, quoi. On a besoin de gens pour faire plus qu'adhérer, mais également participer, quoi. Et en fait, là, il y a un point important que vous avez noté, c'est en effet les actions juridiques que vous mettez en place. On va revenir sur vos actions. Et aujourd'hui, quel est le but, si on pouvait résumer le but de l'association? En fait, il n'y a pas un but, mais de multiples buts convergents, puisque bon, dans nos statuts, il est spécifié qu'on assure la défense des milieux aquatiques, et seulement ça passe à travers plusieurs aspects. Donc forcément, il y a la défense pure et dure, qui fait qu'on a des recours en contentieux, notamment contre des industries polluantes ou contre des exploitations agricoles qui ne respectent pas les normes ou qui font n'importe quoi. Il y en a encore. C'est pas le cas de tous, heureusement. Mais il y a des gens qui exagèrent, des moutons noirs partout. Donc ça, c'est une partie du volet parce qu'on peut pas laisser passer ça. On peut pas euh, avoir des rivières qui sont polluées de façon récurrente par les mêmes personnes ou le même type d'activité et laisser faire.
D'un autre côté, il y a aussi il faut anticiper ça. Donc, Ampère se pose également dans un autre registre, qui est la participation notamment aux consultations, enquêtes publiques, qui sont faites régulièrement sur certains aménagements du territoire, qui peut s'agir, euh, par exemple, dans des cas très récents. Il y a eu des consultations sur la loi, sur la simplification de la vie publique. Il y a aussi eu des consultations sur le décret pour la réautorisation des néonicotinoïdes. Il y a une autre enquête publique sur le réarmement du barrage de Descartes, sur la Creuse, qui pose problème pour les migrateurs. La même chose sur le barrage de Cloutès il y a quelques années, dans l'eau Allier. Et puis, encore, au-delà de ça, il y a une participation à ces mêmes politiques publiques avec certains de nos adhérents qui participent à ce qu'on appelle donc les commissions locales de l'eau ou au comité de bassin. Donc là, ce sont des organes démocratique de prise de décision sur la gestion de l'eau en France. Voilà, donc Ampère se place sur ces 3 volets pour converger vers un même but, c'est-à-dire des eaux de meilleure qualité et disponibles. Et donc là, si je comprends bien, il y a plusieurs problématiques et vous êtes sur plusieurs fronts. Vous en avez cité plusieurs. Il y en a 2 qui me sont venus à l'esprit, c'est les néonicotinoïdes qui ont été réintroduits il y a pas longtemps, notamment pour la culture des betteraves. Il y en a un autre que vous avez cité, qu'on connaît peu, hein, c'est la partie plutôt des barrages. Avant même cette interview, moi, à vrai dire, je ne savais pas ces problématiques. Quand vous parlez de migration, c'est la migration en fait des poissons qui ne peuvent pas remonter les cours d'eau, si je comprends bien. Alors, puisque vous attaquez les barrages, on va parler un petit peu du sujet. Alors, les gens ont toujours en tête ces images d'Épinal du saumon qui va remonter sa rivière pour effrayer, pondre, donc les jeunes vont se développer. Mais tout le monde oublie que les jeunes ont également besoin de descendre dans des bonnes conditions. Et seulement les animaux étant attirés par le flux d'eau le plus important, les jeunes ils passent par les turbines par exemple. Donc sur le bassin de la Loire actuellement, on est à 30% de mortalité des jeunes poissons rien qu'à cause de ça. C'est un peu dramatique parce que ça ruine une large partie des efforts de conservation qui sont faits. Euh, bon, et puis il n'y a pas que le saumon, il y a d'autres espèces comme l'anguille qui elle est en danger critique d'extinction, alors que le saumon n'est classé que vulnérable en France. Alors ça dépend des cours d'eau, hein. Il y en a ça va moins mal que d'autres. Mais l'anguille, c'est à l'échelle européenne, on est en danger critique d'extinction. Et ça, les gens oublient. Alors, surtout que ces espèces sont patrimoniales d'une part, hein, elles nous appartiennent à tous. Il nous appartient donc d'en prendre soin. Faut pas oublier que quand toutes ces espèces se portaient bien, il y avait des gens qui en vivaient par la pêcherie professionnelle, qui du moment où elle est contingentée, où on fait attention, peut être viable dans certains cas de figure. Dans d'autres cas, ce n'est pas possible. Et actuellement en France, il faut se rendre compte que nos poissons d'eau douce ne vont pas bien. Hein. Puis il y a d'autres espèces également. Les gens n'y pensent pas, mais un simple brochet pour se reproduire, il peut faire plusieurs kilomètres pour trouver un endroit adéquat. Et s'il y a un barrage, il peut pas accéder au marécage nécessaire pour déposer ses œufs. La truite de rivière et sa forme basique, c'est-à-dire la truite de mer, a besoin de migrer aussi. Et d'autres poissons, je dirais, plus communs, tels qu'un barbeau, un chevenne ou une ablette, migrent aussi également pour se reproduire. Donc, ils en ont besoin. L'emploi, tous ces animaux ont besoin de se déplacer. Et puis, on pense moins également aux invertébrés. Parce que si on prend certaines espèces qui sont en train de devenir rarissimes, alors évidemment, pour monsieur tout le monde, ça paraît vraiment anecdotique et superflu, mais des moules comme par exemple la mulette perrière euh, sont actuellement en grand danger d'extinction. Or, ces mollusques, pour se reproduire, émettent des larves, les glochidies, qui vont se fixer dans les branchies des poissons. Et quand les poissons remontent la rivière, ils vont relarguer les larves beaucoup plus haut, ce qui permet à des animaux incapables de se déplacer de coloniser tout un milieu. Donc ça va parfois chercher beaucoup plus loin. Et ce n'est pas qu'une histoire de poissons, quoi. C'est vraiment tout un écosystème qui a besoin d'être connecté. Les barrages donc posent problème. Alors
il faut faire la part des choses parce qu'évidemment, si vous et moi nous parlons actuellement, ben il y a un petit peu d'électricité qui passe dans nos ordinateurs là, qui vient d'un barrage quelque part. Maintenant, il y a des choses qu'il faut peut-être accepter ou du moins faire son deuil. Hein, les gros barrages du Rhône, de la Dordogne, du Rhin, par exemple. Par contre, à côté de ça, on a une vraie problématique. Ce sont les multiples petits et moyens seuils, qui sont disséminés sur tout le territoire. Il y en aura à peu près 60 000 de dénombrés, de recensés, et la plupart sont dépourvus d'usage. Au mieux, ça va être un usage d'agrément, c'est-à-dire que le seuil qui appartenait à un moulin qui ne fonctionne plus, à une papeterie, pareil, qui n'existe plus, bah, il est là depuis 50, 60 ans, un siècle et demi, et les gens se sont habitués. Alors forcément, quand on leur dit qu'on va restaurer la continuité, ils pensent tout de suite qu'on va tout démolir. C'est pas forcément vrai. Le bâtiment lui-même peut être gardé avec sa meule de pierre pour faire joli et pourquoi pas. Par contre, il faut se poser des questions sur la pertinence de l'écoulement des eaux. Et pareil, une digue n'est pas forcément systématiquement besoin d'être démolie. Parfois, une passe à poisson bien étudiée suffit. Une échancrure ou un abaissement de quelques dizaines de centimètres du seuil peut permettre de faire des progrès considérables et de concilier tout le monde, les besoins des animaux, et puis de satisfaire les riverains et usagers de la rivière, autres ceux qui vont y tremper un ver ou une mouche. Quoi. Voilà. Mais il y a d'autres cas où effectivement, quand le seuil n'a plus d'usage et à moitié effondré, bon, faut plus se poser de questions. Quoi. Voilà. Alors Vous essayez justement de réhabiliter ces barrages un peu abandonnés pour faciliter le transit des poissons aujourd'hui dans vos actions? Alors, nous, nos actions, concrètement sur le terrain, nous n'avons pas les moyens d'agir. C'est-à-dire que nous exerçons autant que possible une veille pour voir sur le territoire quelles sont les évolutions, parce qu'il peut y avoir une volonté, par exemple, de réhabiliter certains ouvrages à des fins de production électrique. Alors, c'est pas toujours très pertinent. Une microcentrale sur un moulin va fonctionner dans des conditions plutôt limitées pour produire quelques dizaines, ou mieux quelques centaines de kilowatts pendant des créneaux assez restreints. Donc le gain énergétique n'est pas forcément pertinent. Bon, alors il y a une rentrée de revenus pour le propriétaire, surtout que c'est une activité économique qui est sursubventionnée. Par contre, pour monsieur tout le monde, on voit pas forcément l'intérêt. Quoi, hein. Si on verse de l'argent public pour acheter de l'électricité qui profite à un privé, d'un autre côté, il faut aussi qu'on puisse en récupérer quelque chose. Et je pense que de ce côté-là, il faut vraiment peser le pour et le contre, surtout quand le patrimoine naturel c'est quand même sévèrement impacté. Parce que, bon, on va pas s'attarder que là-dessus, c'est pas la seule problématique, mais il faut quand même voir un petit peu plus loin et se rendre compte que euh, l'état actuel des rivières ne permet pas ce sacrifice. Quoi. C'est sûr que jusqu'à l'entre-deux-guerres, il y avait énormément de petits ouvrages en activité et ce n'était pas ça qui avait une incidence forcément majeure sur l'état des rivières. Sauf que à l'époque, la multiplicité des agressions telle qu'on la connaît aujourd'hui n'était pas la même. Hein, donc, il s'agit vraiment de bien découper toutes les problématiques. Donc, il y a la continuité d'une part, hein, en considérant bien tous les grands barrages contre lesquels on ne pourra pas faire grand-chose, ceux qui sont équipables, petits, moyens ou grands, donc c'est via des passes à poissons, des rivières de contournement, dans certains cas, même des grands ouvrages peuvent être arasés. Hein. Ça a été le cas du barrage de Maison Rouge sur la Vienne. C'était le cas de Saint-Étienne-du-Vigan sur l'Allier en 1998. Euh, et puis,
on fait attention parce que c'est sûr qu'une fois qu'un barrage a été équipé avec une centrale, il est très difficile ensuite de revenir en arrière. Les concessions sont données pour des durées de 30 ans en général. Bon, bah, ensuite, pendant 30 ans, la situation est bloquée, hein, donc il faut faire très très attention. Actuellement, il y a des velléités d'équipement du barrage de Descartes sur la Creuse ou de Vichy sur l'Allier. Bon, il est sûr qu'une fois que les turbines seront en place, on n'aura plus tellement de possibilités de revenir en arrière, alors que ce sont des ouvrages qui ont des impacts majeurs sur des populations très très affaiblies de son Atlantique sur l'axe Loire-Allier. Donc il s'agit d'être extrêmement vigilant. Donc là où on se place, nous, en pair, c'est d'abord dans les participations aux enquêtes publiques, en essayant également de drainer d'autres ONG pour appuyer. Et puis ensuite, si on voit que notre voix n'est pas entendue, on peut aller au contentieux, comme c'est actuellement le cas pour le barrage de Poutès en Haute-Loire, qui pour nous est un non-sens. Voilà, il faut savoir où on place l'enjeu. Quand un barrage comme celui de Poutès produit une quantité d'électricité qui pourrait être aisément compensée autrement, alors que ça fait des dizaines d'années qu'on lutte pour essayer de faire en sorte que le saumon de l'Allier s'en sorte tout seul et que ce barrage condamne 120 km de frayère, il y a un moment où on comprend pas bien pourquoi, alors que toutes les expertises scientifiques demandent l'arasement du barrage, pourquoi l'État et EDF s'entêtent pour en remettre un. C'est sûr, vraisemblablement mieux équipé, plus transparent, mais barrage quand même, quoi. Et juste, est-ce qu'on peut rappeler aujourd'hui l'état actuel de nos rivières? On n'en a pas trop parlé. Et vous, l'évolution que vous avez constatée, je ne sais pas quand c'est que vous avez rejoint l'association, mais quel est l'état aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez constaté ces dernières années? Est-ce que ça va plutôt dans le bon sens ou au contraire, on a de plus en plus de barrages, de pollution des rivières? Comment ça se passe? Alors, j'ai d'abord on va y revenir. Hein, je vais d'abord aborder l'autre aspect des atteintes au milieu, qui est, un des autres aspects qui sont les pollutions. Hein, on en a parlé avec les néonicotinoïdes tout à l'heure. Donc, le gros problème actuel sont d'abord les pollutions diffuses d'origine agricole. Alors, on va pas jeter la pierre aux agriculteurs, mais à l'ensemble du système. Donc, ils ne sont qu'un rouage et parfois même les victimes, parce que le système est réellement devenu fou et facilite la surexploitation de la ressource en eau et sa pollution à travers des molécules qui sont mises à leur disposition, qui sont toujours de plus en plus toxiques, avec des effets qui sont parfois mesurés très très tard, beaucoup plus loin. Un exemple tout simple, moi je suis dans une petite commune du Cher, heureusement on a la Loire à côté. Je veux dire heureusement, et pourquoi? Parce que la nappe en dessous du village n'est plus potable. Il y a une liste de pesticides longue comme le bras, alors que certains sont déjà interdits depuis plusieurs décennies. Donc on ne peut plus boire cette eau. Et évidemment, on trouve que ce qu'on cherche, et chaque molécule n'existe qu'en quantité infime, mais quand vous les additionnez, ben, on arrive à des quantités qui frôlent le microgramme, voire plus, quoi. Donc là, ça commence vraiment à faire peur, surtout quand on connaît maintenant ce que certains scientifiques appellent l'effet cocktail, c'est-à-dire qu'une molécule prise toute seule, c'est pas forcément très dangereux. Bah, deux ou trois, les organismes ont de plus en plus de mal à se défendre. Sans compter la résilience parfois des produits, donc ça dure pendant très longtemps. Le fait que parfois les résidus des produits eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui provient de leur dégradation, est encore plus toxique. C'est un gros problème. On sait que certains insectes aquatiques sont extrêmement sensibles, autant sinon plus que les hyménoptères, c'est-à-dire les abeilles et les bourdons, entre autres, aux néonicotinoïdes, entre autres. Donc là, c'est à rapprocher du syndrome du pare-brise propre. Dans les rivières, on voit la même chose. Moi, quand j'étais gamin, alors les rivières étaient pas toujours très belles. Elles étaient très eutrophisées. C'est une autre part des problèmes agricoles et de pollution urbaine également. C'est-à-dire qu'elles étaient trop chargées en matière organique, mais ça profitait à certaines espèces. Donc quand on retournait les pierres, par exemple, dans certaines rivières, en dessous, ça grouillait de vie. Le nombre de taxons, c'est-à-dire d'espèces, était très limité, mais celles qui trouvaient
des conditions favorables quand même a tendance à proliférer. Maintenant, la Loire qui est à côté de chez moi, eh bien, vous soulevez une pierre, il y a presque plus rien en dessous. Donc s'il y a plus rien en dessous, les poissons n'ont plus à manger. Voilà. Et le souci, c'est que si nous ne peut plus boire l'eau là dans mon rivière, dans mon village, pardon, si on ne peut plus boire l'eau dans mon village, heureusement on a la Loire à côté parce qu'on peut aller pomper dedans. Mais comme on ne trouve que ce qu'on cherche, finalement, on ne sait pas trop où on va non plus. Surtout quand je constate justement que la rivière n'est pas en si bon état qu'on pourrait s'y attendre. Donc là, on touche à un point sensible, puisque normalement la qualité des eaux de surface est régulée par la directive 4 sur l'eau de la Commission la Communauté européenne, pardon, qui visait au retour au bon état des eaux de surface en 2015. Mais on se rend compte a posteriori qu'on n'y est pas arrivé. Déjà de 2015, on a pris des mesures pour reporter à 2022, puis 2027, et on sait qu'on n'y arrivera pas. Là, le nouveau SDAGE Loire-Bretagne, qui est en passe d'être adopté, vise un objectif de 61% des eaux de surface en bon état à l'horizon 2027. C'est quand même un constat d'échec. Voilà. Donc c'est aussi l'eau qu'on utilise pour nos ressources, pour la boire, mais les industries ont aussi besoin d'eau propre, disponible, l'agriculture également, ne serait-ce que pour abreuver du bétail. Un agriculteur va pas faire boire ses vaches dans un méringot putride où elles risquent de s'intoxiquer. Donc ça touche tout le monde, quoi. Voilà. Donc l'état des rivières, après ça dépend où vous vous placez dans l'hexagone. Il y a des choses qui sont encourageantes et il y en a d'autres qui font peur. Voilà. Là, je suis allé au mois de septembre sur une rivière des Alpes de Haute-Provence que je n'avais pas vue depuis 30 ans. Donc j'étais allé l'année de mon bac, j'avais 18 ans et c'était magnifique. Ça grouillait de vie et là, même chose que la Loire par chez moi, on soulève les galets, il n'y a pas un insecte en dessous. Et puis on prend une petite truite de 25 centimètres toutes les demi-heures, là où elle était surabondante auparavant. Et ça 1500 mètres d'altitude. Donc dans une zone où il n'y a pas d'excès d'activité humaine. Donc ça refroidit pas mal, quoi. La Loire ici par chez moi, on voit que les choses se passent pas bien, justement parce qu'il y a des déficits en espèces, parce que les chaînes trophiques sont complètement déséquilibrées. Il y a des animaux qu'on ne voit plus, notamment les insectes aquatiques, qui sont beaucoup moins abondants, beaucoup moins diversifiés qu'il y a une dizaine d'années. Quand on a commencé à dépolluer la Loire, notamment quand on a fait attention aux pollutions urbaines, qui continuent à être un problème, sauf qu'on le voit moins. Les stations d'épuration on traite maintenant les phosphates. Donc comme on traite les phosphates, il y a moins de nutriments dans les cours d'eau, donc l'eau s'est éclaircie puisqu'il n'y a plus d'algues vertes. Par contre, on ne voit pas tout ce qui est à côté, c'est les résidus médicamenteux, les produits d'entretien. Et ça part dans la rivière. Et là, on ne sait pas trop où on va. Voilà. On a vu dans certaines rivières, sous l'effet de certains produits, notamment les résidus médicamenteux, des populations de poissons avec un sexe ratio complètement aberrant. Par exemple, à la Val de Paris, une majorité de gardons femelles dans la Seine. Bon, alors que paradoxalement, on voit des choses s'améliorer et le grand public a cette impression. La Loire, là, maintenant en été, on voit le fond, il y a 2 mètres de fond, on voit les graviers, alors qu'effectivement, quand j'étais gamin, quand on mettait le doigt dedans, on n'en voyait pas le bout. L'eau était verte, glauque, on aurait dit la purée de toit. Donc oui, il y a des choses qui sont améliorées, mais d'autres restent en suspens et attendent des solutions. Et vous, justement, qu'est-ce que vous faites pour trouver ces solutions et agir avec votre association pour qu'on puisse se sensibiliser à ces sujets et essayer, en tant que citoyen, de faire des choses pour vous aider, vous en tant qu'association? Alors, c'est ce que j'évoquais au début, et je viens de faire de nouveau une allusion là. J'ai parlé du SDAGE Loire-Bretagne. Donc là, en fait, il faut comprendre que la directive 4 sur l'eau a été déclinée dans le droit français, forcément, et que donc il y a pour chaque grande entité
hydrologiques en France, c'est-à-dire chaque bassin. Pour le cas qui m'intéresse, c'est Loire-Bretagne. Vous avez également Remis-Térène-et-Corse. Vous avez Adour-Garonne. Donc, et puis Seine-Normandie. Vous avez une autre dans le Nord, une dans le Grand Est. Ces entités ont été organisées autour d'agences de l'eau, qui sont des organismes qui, à la base, vont animer les politiques de l'eau sur le territoire. Alors, pour animer ces politiques de l'eau, il y a des comités d'experts, donc des gens du métier, forcément, et elles vont collecter des fonds. Donc notamment à travers les redevances que vous et moi payons quand vous prenez un bain, que les industriels vont payer quand ils vont faire leurs prélèvements, etc. Et ensuite, la gouvernance est déclinée sous la forme d'assemblée, donc qui va réunir des représentants de l'État et des représentants des élus et des représentants des usagers. Et ça, on va les retrouver à l'échelle globale, donc en comité de bassin, et ensuite localement. Par exemple, donc vous avez le comité de bassin Loire-Bretagne, et puis là ensuite, localement, c'est décliné. Donc pour la partie ici qui va m'intéresser, près de Bourges, il y a le SAGE Yèvre-Oron avec une commission locale de l'eau qui donc voit se réunir régulièrement des élus, du monde associatif, au titre des usagers. Donc il peut y avoir les fédérations de pêche, l'UFC Que Choisir. Dans certains cas, il va y avoir Ampère. Là, dans ce cas-là, nous ne sommes pas représentés, mais il y en a d'autres où ça l'est. Il va y avoir des représentants des chambres d'agriculture, des élus, des représentants des industriels aussi, et puis des représentants de l'administration, c'est-à-dire la préfecture, l'Office français de la biodiversité, les affaires sanitaires et sociales, etc., etc. Et ces gens-là vont décider de la politique localement. Donc, à partir du moment où Ampère participe à l'élaboration des décisions, aux délibérations, nous tentons d'influencer ce qui se fait localement, à petite, moyenne ou grande échelle, pour faire en sorte que l'environnement reste une priorité. Voilà, c'est le cadre de notre action vraiment citoyenne. Est-ce que vous avez des résultats plutôt positifs de vos actions par Alors, rapport à ces autres il y en a, Hmm. oui, il y en a, il y en a. Bon, dans tous les cas, il y a des succès et des échecs. Bon, par exemple, pour le cas de la révision d'usage Loire-Bretagne, le collègue qui siège au comité de bassin, par exemple, a réussi à faire reclassifier le Cher-Aval en rivière naturelle, alors qu'avant, il était classé en cours d'eau fortement modifié. Alors, ça ne part pas forcément à tout un chacun, mais ça a des incidences notables, parce que du coup, les obligations d'objectifs ne sont plus les mêmes en matière de conservation et de restauration du milieu naturel. Donc là, si on traduit, c'est une rivière qui a été reclassée dans une autre catégorie et qui lui permet d'être plus protégée, si je comprends bien. Parce que honnêtement, je Par connais pas exemple, tout à fait, Hmm. c'est exactement ça. Donc là, voilà, ça c'est un exemple. Voilà. Après, il faut aussi comprendre que il y a souvent des conciliations. Il faut satisfaire tout le monde. L'eau est un patrimoine commun. Nous, on s'y attache avec notre facette environnementale parce que, comme je l'ai dit au début, il y a des impacts humains. On a besoin d'une eau de qualité pour la boire, tout simplement, pour l'avoir à disposition également. Et là, on va aborder une autre facette. La gestion de l'eau, c'est pas que la qualité, c'est également la quantité. Il faut qu'elle soit disponible. Et avec les modes de culture intensive qu'on connaît notamment dans le sud-ouest, dans une partie de la vallée du Rhône, en Beauce, dans le Berry, en Val-de-Loire, et ça pose problème parce que il y a des gens qui prétendent préempter la ressource, et dans un contexte de réchauffement et de changement des régimes hydrauliques et climatiques d'abord et ensuite hydrauliques, il y a des choses qui pour nous ne sont pas acceptables. On ne peut pas euh, pomper à outrance dans nos nappes phréatiques jusqu'à ce qu'il reste des filets d'eau ridicules dans les rivières sur des bases
complètement arbitraire, parce que finalement, ce que l'on laisse de façon réglementaire n'est pas forcément fondé d'un point de vue biologique. Vous prenez des petites rivières là qui ont été asséchées dans l'épisode de sécheresse 2019 dans mon secteur, et c'est pas le seul. On a commencé à s'inquiéter alors que il restait qu'un filet d'eau dedans qui de toute façon n'était plus compatible avec les organismes qui normalement y vivaient. On a perdu sur certains secteurs des affluents de lièvres et du Cher, des populations historiques de truites fario et d'écrevisses à pattes blanches. Alors évidemment, ça peut paraître anodin, mais c'est quand même assez significatif de la dégradation du milieu. Et c'est vraiment ça qui nous importe. Nous, on parle d'espèces repères, enfin nous et les gens qui ont établi la notion, hein, c'est-à-dire les scientifiques, les biologistes. Donc quand on parle d'espèces repères et qu'on voit ces animaux décliner, on se pose aussi des questions pour notre avenir à nous-mêmes. Et en tant que citoyen, on peut faire quoi pour pallier à ça? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, la plus simple, c'est de soutenir les associations qui font ce qu'elles peuvent pour limiter les dégâts et inverser la tendance, hein, parce qu'il y a quand même des succès, on pourra en citer quelques-uns, autres que celui du Cher. Hein. Et ensuite, il s'agit aussi de parfois titiller l'administration. Par exemple, la préfecture du Cher a été sérieusement ennuyée par Monsieur Tout le Monde lors de l'épisode 2019, parce que les gens appelaient la direction départementale des territoires en disant mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, vous m'interdisez d'utiliser quelques dizaines de litres par jour pour arroser mon potager qui est vivrier, pendant que le type d'à côté balance des dizaines de milliers de mètres cubes sur son maïs. Donc, quand on commence à embêter l'administration, il faut s'attendre à ce qu'à un moment, elle réagisse. Donc ça, c'est une façon aussi d'agir. Après, l'autre moyen, c'est de collaborer avec les associations sans forcément y participer. Hein. C'est de mettre en avant les anomalies que l'on a repérées. Il peut s'agir d'une pollution et de la répertorier en temps et heure, en faisant constater, par exemple, en appelant la gendarmerie ou l'Office français de la biodiversité pour dire, bah, voyez, bah voilà, ce pompage là est illégal, ce rejet il est pas normal, et puis ensuite, bah les choses suivent leur cours jusqu'au procureur qui en fera ce qu'il pourra. Hein. Ça après, on n'est pas toujours non plus satisfait des suites de nos recours, mais ce que je voudrais encourager les gens à ne pas rester passifs en fait. Donc c'est ça, rejoindre les associations pour leur donner de la force et puis pour qu'ils puissent ensuite gagner l'expertise qu'on va leur apprendre à acquérir et puis ils seront ensuite aptes eux-mêmes bah, à monter les dossiers, à devenir plus vigilants et puis à donner de la force au mouvement. Et vous, au début, vous avez dit, aujourd'hui, on connaît une crise des bénévoles dans les associations. Comment ça s'explique et comment on essaye justement de leur faire prendre conscience qu'il faut arrêter d'être passif et de subir parce qu'il y a une extinction qui est sous nos yeux. Mais les gens aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont du mal déjà à en avoir conscience et ils ont du mal à passer à l'action. Alors les gens ont du mal à en avoir conscience. Alors il faut déjà se rendre compte que une large partie de la population ne vit pas au contact direct des milieux. Donc quand les gens vont se promener, ils ne se rendent pas forcément compte de choses qui paraissent évidentes à l'œil exercé et encore plus à l'expert, au scientifique, au professionnel. Hein, moi, je suis un amateur hein, éclairé, comme la plupart de mes compagnons d'aventure en pair, hein, même s'il y a quelques scientifiques. Hein, donc les gens se rendent pas forcément trop compte. Et puis il y a des faux amis. Ensuite, ils ont, par exemple, le fait qu'on vous allez prendre tous les gens qui viennent faire du canoë sur la Loire en été et qui voient une eau claire, vont avoir l'impression que les choses vont bien. Alors qu'en fait non.
parce que justement cette eau claire est un faux ami. C'est un faux ami parce que elle montre pas ce qui se passe réellement, c'est-à-dire qu'il faudrait voir sous l'eau à long terme, se rendre compte que si l'eau est claire, effectivement, c'est parce qu'on a enlevé les phosphates, mais à côté de ça, c'est aussi parce que il y a une petite boule invasive qui la filtre à outrance, qui boulotte plus de 80% du plancton, donc les alevins n'ont plus à manger, et puis il y a plus de poissons dans la rivière. C'est aussi bête que ça. Que les jolies fleurs jaunes qu'ils voient sur les berges, il y a 10 ans, il n'y en avait pas, parce que la Jussie, c'est une plante invasive, hein, que des gens qui en avaient dans leur bassin ont laissé s'évader dans le milieu naturel. Et puis maintenant, elle colonise les rivières françaises, elle étouffe le milieu, et tue les autres plantes. Et c'est une catastrophe. Mais les gens, ils voient des gros herbiers avec des belles fleurs jaunes, qui pour le coup sont mellifères. Mais malheureusement, ça stérilise la rivière. Donc les marqueurs sont pas forcément au bon endroit. Ensuite, je pense que quand les gens vont se promener dans la nature, euh, c'est pour s'évader. C'est pas pour faire un constat pessimiste, c'est pour oublier leur quotidien. Donc tout ça, ils veulent pas le regarder. Voilà. Pour eux, la nature c'est une ressource mentale. C'est oublier les tracas du quotidien et c'est pas s'en poser des supplémentaires. Donc dans le milieu du bénévolat environnemental, je pense qu'une partie de la crise peut venir de là. Après, il y a des choses moi qui me choquent, hein, quand je vois qu'il y a des centaines de milliers de pêcheurs en France et qu'il y en a juste quelques centaines qui adhèrent à des associations de défense de l'environnement. On peut se poser la question sur leur, leur convergence d'intérêts, quoi. Voilà, évidemment, là, ça fait mal au cœur, quoi. Voilà. On arrive dans les dernières questions. Pour commencer, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre association et à travers ce projet? Qu'est-ce qui vous nourrit le plus? Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être assez dur comme expérience, hein, mais on n'a pas assez parlé des victoires, mais qu'est-ce qui vous anime le plus? Alors, ce qui anime le plus, c'est la volonté de porter un autre discours. Hein, on a parlé des poissons migrateurs. Nous, on a un discours qui est radicalement différent et qui commence à rencontrer un certain écho. Par exemple, les gens pensent que s'il y a plus de poissons dans les rivières, il suffit d'en mettre et tout ira bien, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc nous, on a une vision complètement différente. On pense qu'il faut cesser de déverser inutilement, par exemple, des bébés saumons dans les rivières, qu'ils ne reviennent pas ou qu'ils abattardissent les poissons sauvages qui subsistent encore. C'est contre-productif, ça coûte très cher. Il vaut mieux reconquérir le milieu, ce qui donne des résultats justement. On sait que ça en produit. Un des meilleurs exemples en France, c'est la rivière Touques qui coule en Normandie. Et dans la fin des années 90, les locaux se sont appropriés la rivière et ont mené une grande politique de restauration de la continuité sur cette rivière. Et actuellement, l'essentiel des surfaces de reproduction sont accessibles aux poissons. Et on est passé de quelques centaines de truites de mer à une population à l'échelle du bassin de la Touques, hein, c'est quand même une petite rivière, elle fait quelques dizaines de kilomètres, qui varie selon les années entre 5 et 10 000 individus, qui ont fait la meilleure rivière de France, une des meilleures d'Europe pour ce poisson. C'est quand même assez incroyable parce qu'en France, on n'est pas du tout habitué à ça. Donc c'est Donc ça montre, possible de réhabiliter donc des rivières. c'est c'est tout à fait possible. Un autre exemple qui malheureusement est mal quantifié, c'est le Légué en Bretagne, hein, où le barrage de Carnans-Quilec a été arasé en 1998, il servait plus à rien, commençait à être un peu dangereux, et on a regagné la moitié de la surface de production. Et ça en fait une des meilleures rivières bretonnes en matière de saumon atlantique. Donc il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Euh, voilà. Ensuite, des succès, on en a d'autres. Par exemple, dans les procès qu'on peut mener contre les industriels et qu'on gagne. Alors malheureusement, ça les empêche pas toujours de recommencer, mais ça montre la voie. Ça peut aussi nourrir des jurisprudences. Il y a d'autres associations de défense de l'environnement qui agissent, parfois via le biais de partenariats. Nous agissons ensemble hein, sur certains sujets. Donc par exemple là, il y a une problématique de surpêche
qui du plus est surpêche illégale des saumons sur le bassin de l'Adour, puisque cette pêche est illégale. Normalement, il devrait y avoir des autorisés de capture pour déterminer combien d'animaux sont prélevables chaque année. Le préfet prend des arrêtés d'ouverture de la pêche au mépris de la loi, c'est-à-dire sans déterminer ses TAC. En plus, il autorise des modes de pêche qui ne sont pas permis, c'est-à-dire qui ne sont pas sélectifs, donc qui permettent la capture du saumon même quand sa pêche est fermée, en prétendant capturer des lamproies ou des aloses. Donc là actuellement, on est partenaire d'associations dans le sud-ouest, parmi lesquelles donc l'association de défense des milieux aquatiques qui sont des Béarnais, des associations de pêche du Béarn, Sea Shepherd, la Cepanso. Donc on attaque l'arrêté préfectoral et on est certain de gagner puisque ça a déjà été le cas pour mettre fin à ces prélèvements excessifs d'une espèce qui, si elle avait certains coups de pouce, se porterait bien mieux pour le bénéfice de tous, au-delà de son aspect patrimonial. Voilà. On a pu également faire condamner certains gros industriels. Je pense à Lactalis, voilà, qui dans le cas de pollution dans le Lactalis, qui est un des plus gros producteurs de fromage, si même le plus gros producteur français, et qui a eu beaucoup d'affaires avec des déversements d'eau dans les cours d'eau. Tout à fait, c'est le numéro 1 mondial du lait. C'est une des plus grosses fortunes françaises, mais les efforts pour circonvenir à ces nuisances sont extrêmement limités et la plupart du temps sous la contrainte, ce qui est totalement inadmissible. Donc ça, c'est un exemple. On a réussi à les faire condamner. Nous, ce qu'on ne supporte pas, c'est toujours à chaque fois le chantage à l'emploi qui est fait, alors que ce sont des sociétés qui se portent très bien, qui font des centaines de millions de bénéfices et qui ont une part de responsabilité souvent énorme dans l'état dans lequel se trouvent nos rivières, parce qu'il n'y a pas que des problèmes en Bretagne ou en Normandie. Lactalis s'est permis de polluer l'Isère pendant des années au mépris de tous les règlements. Donc, quand on a réussi à faire condamner ces gens-là, pour nous, quand même, c'est une satisfaction, bien sûr. Après, il y a d'autres problématiques. On est confronté à des élevages industriels qui sont soutenus par des organismes de lobbying surpuissants, associés au modèle agroalimentaire, dont par exemple Lactalis est acteur à part entière, mais il n'y a pas que lui. Sont des grosses multinationales. Je vous invite par exemple à aller voir, à aller lire cet excellent cette excellente enquête qui s'appelle Algues vertes, l'enquête interdite, qui démonte tous les processus du lobby agroalimentaire en Bretagne, qui sont aux dépens du milieu, mais aussi parfois des agriculteurs. Alors malheureusement, nous, ceux qu'on souvent on va viser, tant pis, mais je serais tenté de dire tant pis pour eux. Quand un type, pour la 3e ou 4e fois en une dizaine d'années, déverse, soi-disant par accident, sa fosse à purin dans un affluent d'un ruisseau breton et anéantit toute la faune sur plusieurs kilomètres, c'est pas normal, c'est pas normal. Voilà, donc là on n'a pas de raison de laisser passer. Et à côté de ça, là, l'État ou la justice ne réagit pas toujours de façon appropriée. On a vu récemment un type qui en est à sa 4e récidive et qui a été condamné à 750 € d'amende. Bon, là, il y a quand même un sérieux problème. Quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs et auditrices pour protéger les cours d'eau? Déjà, ils peuvent vous rejoindre, ils peuvent aller vous aider. Oui, tout à fait. Le mieux, c'est de rejoindre Ampère ou des associations je serais tenté de dire ou des associations locales. Nous, on a une portée nationale, mais à titre personnel, j'adhère à d'autres associations locales parce que il faut créer du tissu, du lien et donner de la force à tous ces mouvements. Et puis de se tenir informé, d'aller voir ce qui se passe, qui décide en leur nom. Les informations sont parfaitement accessibles en local, donc souvent
les sites ce qu'on avait appelé par exemple les syndicats de rivière, de leur localité, leur permettront de voir ce qui se passe, parce que c'est aussi avec leur argent que ça se fait. C'est sont les redevances sur l'eau, mais pas que. Sont les communes, les syndicats de communes qui participent à ces instances, qui abondent également avec l'argent, les conseils départementaux, les conseils régionaux et les fonds européens qui valident les procédés, par exemple, de restauration des milieux, euh, qui donc sont coordonnés au niveau des commissions locales de l'eau, mais aussi des plans locaux d'urbanisation. Et tout ça, il faut aller assister à ces assemblées pour voir ce qui est fait et puis poser les bonnes questions, dire mais pourquoi là vous allez par exemple pourquoi vous allez il y a une tendance actuelle qui est de favoriser ce qu'on appelle des bassines, donc il s'agit de faire de la rétention d'eau au bénéfice de quelques irrigants par-ci par-là. C'est subventionné à outrance en général avec de l'argent public, mais pourquoi va-t-on favoriser ces gens-là et pourquoi, à contrario, on va pas favoriser un modèle agricole plus respectueux des équilibres naturels. On peut aller poser ces questions-là dans ces instances, je dirais entre guillemets, aller mettre son petit grain de sel pour leur dire, bah non, moi, citoyen, je suis pas d'accord, quoi. Voilà. Hein. Il y a des réunions publiques régulières, quand on peut, il faut y aller. Alors évidemment, il n'est pas toujours fait beaucoup de publicité. Il faut être vigilant. C'est d'abord la vigilance. Mon premier conseil, c'est la vigilance. Euh, Ensuite, il y a beaucoup de sources d'informations qui sont accessibles sur les sites des agences de l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure, sur le site de l'Office français de la biodiversité également, et puis sur ceux des associations diverses et variées. Bon, il y a la nôtre, Ampère, mais il y a également FNE et ses enseignes locales. Donc tous ces gens-là participent pour bah, influer les politiques. Tout ça, c'est des luttes d'influence entre le milieu associatif pour environnement, entre ceux qui voudraient mettre des turbines petites, moyennes ou grosses, entre ceux qui veulent pomper dans la nappe pour faire du maïs, même si c'est une plante tropicale qui a rien à faire sur des terres à blé. Euh, et puis le comment éventuellement également, parfois c'est un droit de réponse à un papier dans un journal qui paraît inapproprié parce que si ce sont toujours les mêmes qui parlent, à la fin, entre guillemets, c'est eux qui ont raison. Donc quand la presse locale fait une présentation sur un sujet, rien n'empêche n'importe quel citoyen d'apporter ses réflexions et peut dire bah oui, mais peut-être que non, en fait, que les choses se passent différemment, devraient se passer différemment, pour un meilleur partage, pour une ressource de meilleure qualité. Et quel livre ou ressources conseillerez-vous à nos auditeurs? Alors, ça dépend ce qu'on appelle livre. Moi, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué parce que ça participe à la prise de conscience. Et là, on est vraiment dans de la littérature. On n'est pas dans de la documentation. Il y a Désert solitaire d'Edouard Dabi. Et puis, forcément, Walden de Henri David Thoreau. Voilà. Mais là, on frôle également la philosophie sur pourquoi s'attacher au milieu naturel. Mais ensuite, ce qu'il y a comme lecture, j'y reviens. C'est toute la documentation en ligne sur les sites des agences de l'eau, de l'Office français de la biodiversité, les sites des milieux associatifs, euh, éventuellement certains blogs aussi. Je pense à un monsieur qui anime quelque chose d'excellent qui s'appelle Les eaux glacées du calcul égoïste. Donc c'est un blog spécialisé dans le droit de l'eau. C'est une formule de Karl Marx, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est très approprié. Voilà. Il y a un autre petit blog qui s'appelle Hydrobioloblog où on trouve beaucoup d'informations très pertinentes à propos de la biodiversité et de défense des milieux aquatiques. Et dernière question, qui c'est que vous aimeriez écouter dans ce podcast?
Qui c'est que j'aimerais écouter dans ce podcast? Ben, je vais vous renvoyer la question pour dire quoi? Voilà. Parce que si c'est pour écouter une personnalité qui va nous tenir des propos liminaires, bien intentionnés, je serais tenté de vous Non, nous, on dire veut des gens qui font des actions. des gens qui font des actions. Moi, il y a quelqu'un que j'observe, que j'admire beaucoup, qui est toujours membre d'Ampertos, hein, qui a été un membre éminent du comité de bassin Loire-Bretagne, qui a été vice-président de France Nature Environnement, c'est Monsieur Bernard Rousseau. Voilà. On essaiera de le contacter. Et où c'est qu'on peut retrouver Ampère? Alors, vous pouvez retrouver Ampère sur notre site. Donc, je vais vous donner l'adresse. Voilà, donc ampère-tos.fr, ANPER-TOS.fr. Voilà, et on a une page Facebook évidemment. Et si on veut vous aider, on peut aussi être adhérent sur Hello Asso, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, donc adhérent ou faire un don sur Hello Asso. Également simplement relayer nos informations pour qu'elles connaissent une plus large diffusion. Et puis tenter de toucher le plus de monde possible. Moi, je tiens à rappeler que on se base quand même, au-delà de nos convictions, on se base quand même sur des fondamentaux qui sont difficilement opposables. C'est la science et le droit. Donc, on n'invente rien. Voilà. On finira sur ces belles paroles. Merci Raphaël et bon courage pour tous vos beaux combats et qu'on va essayer de suivre ça de près et aussi s'investir. Merci Baptiste, bonne soirée et à bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.